France Culture, Avoir raison avec Maria Montessori par Louise Touret. Épisode 4, Montessori à tout prix. La pédagogie Montessori a-t-elle été victime de son succès ? Comment la pédagogue et ses idées ont-elles été cuisinées à toutes les sauces ? Et pourquoi ce nom, Montessori, fait-il aujourd'hui l'objet d'une telle exploitation commerciale ? Alors, retour sur les premiers malentendus américains et explication au sujet d'une liberté revendiquée par Maria Montessori, celle de ne pas déposer son nom et paradoxalement de ne pas devenir une marque. Nous en parlerons avec Charlotte Poussin, éducatrice Montessori et autrice d'ouvrages à destination des enseignants et du grand public. Je vous conseille encore son Que sais-je ? On écoutera aussi Bernard Schneuvely, spécialiste de l'éducation nouvelle. Et nous allons commencer avec une des biographes de Maria Montessori, Martine Gilsoul. On l'a entendue dans l'épisode 1. Et là, nous allons parler de l'aventure américaine de Maria Montessori, en tout cas son aventure avec les États-Unis, où assez tôt, sa pédagogie rencontre un franc succès. Elle va intéresser l'inventeur du téléphone, Graham Bell, qui va fonder une école Montessori. Et puis Maria Montessori va faire un grand voyage en 1913. Elle est accueillie comme une star aux États-Unis, où beaucoup d'acteurs assez différents les uns des autres s'emparent un peu de sa pensée, de ses idées. On ouvre des écoles. En fait, les Américains, l'intérêt des Américains pour la méthode Montessori est né assez tôt. En fait, après la parution de son premier livre en 1909, il y a déjà plusieurs Américaines qui sont venues à Rome observer et qui se sont formées, qui ont suivi les premiers cours qui étaient encore des cours pas tellement officiels. Je pense surtout à Miss George, qui va ouvrir la première école près de New York et qui sera après la traductrice de Maria Montessori pour son livre, quand son livre sort en 1912. Et donc, en fait, une personne qui a beaucoup joué pour expliquer l'influence de Maria Montessori aux États-Unis, c'est une très grande amie de Maria Montessori, qui était américaine d'origine, Alice Franchetti, qui est restée émerveillée par ce qu'elle a vu à San Lorenzo et qui a fait plusieurs voyages pour préparer le terrain aux États-Unis. Ce qui explique que quand Maria Montessori arrive en 1913, son bouquin s'est vendu à des milliers d'exemplaires très rapidement et c'est vraiment, comme vous l'avez rappelé, une star. Donc c'est la tournée d'une star. C'est 3 semaines avec un programme très serré, des conférences où toute la belle société, on va dire, parce qu'on parle de Maria Montessori comme la femme la plus intéressante d'Europe, et donc tout le monde se bouscule parce qu'on veut écouter Maria Montessori. Et après, donc il y a plusieurs écoles qui s'ouvrent, parce que il faut dire aussi que le premier cours international officiel qui s'est déroulé à Rome en 1913, qui a duré 6 mois, les 3/4 des participantes étaient des Américaines qui, retournées dans leur pays, ont ouvert des écoles. Donc Maria Montessori n'était pas du tout une inconnue aux États-Unis. Elle fait un second voyage en 1915, mais on voit que l'accueil est déjà différent parce qu'entre-temps, un professeur d'université, Kilpatrick, a critiqué ouvertement Maria Montessori. Il disait, en reprochant à Maria Montessori que ces écoles étaient trop élitistes, que les enfants ne développaient pas la sphère sociale, que le matériel était proposé trop tôt, et ça va vraiment refroidir. Donc on va reprocher à Maria Montessori d'avoir fait peut-être beaucoup de bruit pour rien, parce qu'elle n'a rien inventé de nouveau. Donc ce voyage en 1915 sur la côte ouest, où là aussi elle va s'adresser à des milliers d'enseignants. Il y aura la fameuse classe de verre de l'exposition universelle de San Francisco qui aura aussi beaucoup de succès. Mais malgré ça, en fait, le succès retombe très vite. Il y a aussi beaucoup de divisions entre les collaborateurs de Maria Montessori. Plusieurs associations ont été créées qui ne s'entendent pas. Et donc il faudra attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour que le mouvement Montessori renaisse grâce à une femme, Nancy Rambusch, qui va créer l'association américaine Montessori. Voilà. Et là, ça va reprendre. Et c'est maintenant, aux États-Unis, on a des milliers d'écoles qui fonctionnent vraiment très très bien. Et on dit que beaucoup de dirigeants de la Silicon Valley ont été formés dans des écoles Montessori. Je ne sais pas si c'est une publicité qu'elle aurait appréciée. On ne peut pas parler à sa place.
place. Mais ce qui est intéressant aussi avec l'aventure américaine, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle va perdre un peu la main parfois sur, par exemple, la fabrication du matériel, parce que il y a un entrepreneur qui va obtenir une exclusivité, mais pas lui reverser exactement tout l'argent qu'elle devrait toucher. Un autre homme d'affaires, Samuel McClure, est au départ un de ses anges gardiens, mais ensuite, il veut surtout faire de l'argent. Il y a des méthodes Montessori qui sont publiées par des auteurs, mais finalement, elle les désavoue. C'est aussi un peu à ce moment-là que les problèmes commencent. Et en fait, ce sont des problèmes qui vont se reproduire assez souvent, parce que souvent les gens ne voient qu'une méthode d'éducation efficace, parce que les enfants apprennent rapidement et sans trop de problèmes à lire, écrire et compter. Et donc ils s'emparent de la technique, mais sans avoir compris l'esprit. Et pour Maria Montessori, les deux vont de pair. Non, on pourrait même dire que l'esprit est plus important que la technique. Non, la technique n'est qu'un moyen pour répondre aux besoins des enfants. Et ça va être un peu le drame de sa vie, je pense, parce que il y en aura beaucoup des gens qui vont vouloir profiter de la célébrité de Maria Montessori, de son nom. Et le fils Mario Montessori dira, mais on a fait, beaucoup de choses ont été faites sous le nom de Maria Montessori, mais pas toujours des belles choses. Donc ça a toujours été le cas. Et ce serait un peu parce qu'à l'époque, en plus, avec la distance, c'était pas facile de tenir tout sous contrôle. Donc il y a toujours eu un peu ce paradoxe entre vouloir l'authenticité et ne pas vouloir déléguer. Donc il a fallu qu'elle trouve un peu des moyens, mais peut-être qu'elle n'y a pas vraiment réussi. Et je rappelle le titre de la biographie écrite par Martine Gilsoul, Maria Montessori, une vie au service de l'enfant, publié chez Desclés de Brouwer en 2020, un ouvrage qu'on trouve aujourd'hui. Alors, cette exploitation commerciale de la marque Montessori, qui n'en est pas vraiment une, mais qui en est tout à fait une en même temps, les premiers et les premières à s'en plaindre, ce sont les éducatrices Montessori. Elles le font, par exemple, sur leur chaîne YouTube. Mes amis, l'art est grave. Je n'en peux plus. On vous bombarde de jouets Montessori, on vous bombarde de meubles Montessori, de aménage ta maison façon Montessori. En fait, on vous prend pour des porte-monnaies ambulants. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un matériel respecte les principes de la pédagogie Montessori? Il y a quelques critères, ils sont pas très nombreux. Est-ce qu'il est en bois? Non, pas forcément. Est-ce que il y a marqué Montessori dessus? Non, pas du tout. Maria Montessori n'a pas breveté sa pédagogie ni son matériel. Parfois, vous pouvez faire des choses vous-même qui vont être très bien avec de la récup et ça va très bien marcher du moment que vous suivez les principes de la pédagogie Montessori. Ça, j'insiste bien. Maria Montessori n'a pas déposé son brevet, donc n'importe qui veut se faire de l'argent peut vous vendre n'importe quoi en marquant Montessori dessus et vous allez penser que c'est bon du coup parce qu'il y a marqué Montessori dessus. On vous prend pour des billes. Le problème, c'est que vous n'avez aucune garantie lorsque vous voyez le nom Montessori. Ce n'est pas une marque, ce n'est pas un nom déposé, ce n'est pas un brevet. Il ne dispose d'aucune protection, il n'y a aucun label Montessori. Le seul label qui existe, c'est le label agréé par l'AMI. L'AMI, c'est l'Association Montessori Internationale, qui a été créée par Maria Montessori elle-même et prise en charge par Mario Montessori, son fils, dès le début. Elle a pour but de maintenir l'héritage de Maria Montessori et d'assurer la fidélité à sa pédagogie. Elle a par conséquent prévu tout un cahier des charges pour le matériel qu'elle emploie dans ses écoles. Et comme l'écrit Martine Gilsoul, Maria Montessori voulait à tout prix préserver l'authenticité des initiatives portant son nom. Elle vivait un véritable dilemme, veiller à la pureté de sa méthode, tout en répondant à sa popularité exponentielle. Et c'est de cela dont nous avons parlé avec Charlotte Poussin. Charlotte Poussin, éducatrice Montessori AMI, Association Montessori Internationale, c'est important de le dire, ancienne directrice d'école, autrice de la pédagogie Montessori, publiée Que sais-je, et de 3 minutes pour comprendre les 50 principes clés de la pédagogie Montessori, traductrice également de Maria Montessori. Charlotte Poussin, alors ce qu'on constate depuis le retour en force et la mode presque de la pédagogie Montessori, c'est une commercialisation du label, on l'a dit, des jouets, des jeux, des crèches Montessori.
comment vous, spécialiste de la pédagogue, jugez-vous ce mouvement commercial? De façon ambivalente, parce que c'est un petit peu, si on fait un parallèle, comme le yoga. Le yoga aussi, il y a toutes les sauces, et je pense que les yogis puristes sont effrayés de voir ce que certaines personnes appellent yoga. Et en même temps, c'est tout de même très positif pour la société de manière générale qu'elle ait une tendance à essayer de faire de la méditation, de prendre des temps calmes, de travailler sur son souffle. Donc, c'est à la fois impur et à la fois positif. Et ben pour Montessori, c'est un petit peu la même chose. On se réjouit tout de même qu'on en parle parce que ça permet à certaines personnes de se poser des questions. C'est vraiment devenu presque un adjectif, un qualificatif. Donc c'est tout de même formidable. Alors qu'en 2011, lorsque j'ai écrit Apprends-moi à faire seul, une pédagogie expliquée aux parents, on avait hésité avec l'éditeur à mettre Montessori sur la couverture tellement on n'en parlait pas. Donc c'est vrai que là, on se dit, on revient tout de même de loin, et c'est très positif de ce sens-là. En revanche, le fait que les éditeurs maintenant le mettent sur toutes les couvertures pour vendre et que ce soit devenu un argument marketing, et c'est très décevant, surtout quand c'est déceptif, parce que on peut pas non plus jeter à la poubelle tous les outils pédagogiques qui se vantent d'être montessoriens, parce que certains le sont vraiment et sont qualitatifs. Mais la plupart sont de mauvaise qualité et n'ont même rien à voir avec la pédagogie Montessori. Et maintenant, on voit des biscuits Montessori, on attend bientôt, je dis ça en rigolant, mais les pantoufles et pourquoi pas les pizzas Montessori, c'est devenu n'importe quoi. Et c'est à tort et à travers. Donc c'est dommage, mais le fait qu'on en parle est positif. Et ce qui est positif, c'est que les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est en définitive? Et on espère que grâce à des émissions comme la vôtre et grâce aux lectures que votre émission incite à faire, les gens se tournent vers l'essence réelle, l'essence profonde de cette approche qui n'est absolument pas effectivement là pour que les enfants apprennent mieux, pour que ce soit plus efficace et pour que les enfants soient meilleurs que les autres, mais c'est vraiment une pédagogie qui vise l'éducation à la paix. Et donc, en ce sens-là, on se réjouit si c'est un chemin pour que les gens se demandent vraiment, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce nom-là? France Culture, Avoir raison avec Maria Montessori, par Louise Touret. Alors un point m'intéresse énormément, ce qu'on retient souvent de la pédagogie Montessori, c'est le matériel spécifique, le mobilier à hauteur d'enfant et puis aussi tous ces outils pour apprendre, pour manipuler, par exemple pour apprendre à compter ou alors les lettres rugueuses pour faire ses premiers pas dans la lecture. En même temps, ce regard tourné vers l'aspect matériel peut peut-être avoir tendance à faire oublier ce que c'est que la philosophie de l'apprentissage selon Montessori, ce que c'est que l'esprit de l'apprentissage selon Maria Montessori, quelque chose où on se contente pas juste de donner des objets aux enfants. L'idée, c'est que ces enfants travaillent, se concentrent et s'autonomisent. Tout à fait. En fait, la pédagogie Montessori, à l'école, elle repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un environnement préparé. Le deuxième, c'est le matériel. Et le troisième, c'est la posture de l'adulte. Et ce matériel à lui tout seul, donc ce deuxième pilier, sans un environnement préparé dans lequel ce matériel est à libre disposition, n'a pas vraiment de sens. Et sans la posture de l'adulte, il n'a pas de sens du tout, parce qu'en réalité, si on ne devait garder qu'un des piliers, ce serait celui de la posture de l'adulte. Donc une posture de respect profond de la personne de l'enfant. Donc là, si on commence à détailler la description de cette posture, on va très très vite s'éloigner en fait de tout ce matériel qui n'est là comme une clé d'exploration. C'est une clé qu'on propose à l'enfant. On lui propose de manipuler du matériel que Maria Montessori appelait des abstractions matérialisées pour apprendre de façon très concrète toutes les notions académique, mais aussi sensorielle et intellectuelle, de façon pragmatique, expérimentale. Mais ce n'est pas un matériel qui est utilisé pour forcer l'enfant à apprendre et à acquérir des connaissances qu'on va ensuite contrôler. Ce sont vraiment des clés. Et l'enfant, ensuite, l'utilise et explore de façon libre. Et ça, c'est fondamental et c'est souvent mal compris par les personnes qui abordent un petit peu trop vite la pédagogie Montessori. Le plus important, c'est cette posture de l'adulte qui va être un pont entre le monde et l'enfant pour l'aider à
à l'explorer. Donc, grâce à ce matériel, mais si on ne l'avait pas et qu'on avait tout de même une attitude montessorienne, ce serait déjà le plus important. Et c'est vrai que dans le commerce, on voit beaucoup de matériel Montessori. Il est sans doute pas nécessaire dans les maisons des enfants qui sont scolarisés en classe Montessori, parce que ce serait redondant. S'il y avait dans un enfant scolarisé en classe Montessori du matériel aussi à la maison, il aurait moins tendance à aller l'explorer quand il est en classe, donc c'est même pas souhaitable. En revanche, on peut pas non plus se dire qu'il faut absolument pas de matériel Montessori dans les maisons si jamais les enfants sont scolarisés dans le classique. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de l'entrée dans la lecture, Maria Montessori a vraiment remarqué, observé, et je pense que c'est vrai, et que les enfants sont attirés par la lecture bien avant le CP. Et en France, dans le système traditionnel, on propose de rentrer vraiment dans la lecture, même s'il y a des exercices préliminaires. Concrètement, on commence au CP. Et pour beaucoup d'enfants, le train est déjà passé. Ils ont eu une poussée d'intérêt et d'attirance vers les lettres très forte en maternelle, et dans beaucoup de familles ou dans beaucoup de classes, pas toutes bien sûr, mais dans beaucoup de contextes, on leur dit non, pas trop vite, sinon ils vont s'ennuyer l'année prochaine. Et même en CP, il y a des maîtresses qui disent, ou des maîtres, n'avancez pas trop dans le livre parce que sinon ils vont s'ennuyer en classe. Mais en réalité, quand l'appétit est là, il faut foncer. C'est une fenêtre de tir exceptionnelle. Donc, pour tous les enfants qui n'ont pas la possibilité de s'exercer à la lecture en maternelle, comme on le fait dans les classes Montessori, je pense qu'il est vraiment formidable d'avoir des lettres rugueuses chez soi. C'est pour ça que moi, je suis la première à ne pas mettre à vos hégémonies tout le matériel inspiré de la pédagogie Montessori disponible pour la maison, parce que moi, je l'ai vraiment créé justement pour toutes ces familles-là. Et je l'ai créé en mettant justement un livret qui donne aussi l'esprit dans lequel il doit être utilisé et qui explique de façon très précise toutes les étapes de présentation, parce que ça doit être utilisé de façon rigoureuse, ça fait partie d'un ensemble. Il suffit pas d'avoir juste les lettres, c'est une des étapes de tout un travail donc que je décris de façon très précise dans le livret d'accompagnement. Donc voilà, il y a des choses de qualité qui sont disponibles pour le grand public et c'est formidable. Enfin, je pense que c'est important, c'est nécessaire. Donc maintenant, effectivement, il y a aussi des projets, des maisons d'édition qui ont vendu des livrets d'activités qui n'avaient rien à voir. Enfin, c'est vrai que dans ces moments-là, on regrette vraiment que le nom ne soit pas protégé, parce que pour le lecteur non avisé qui, pour la première fois, a entre les mains un fascicule sur lequel il y a écrit Montessori, s'il n'y a rien à voir et que c'est malmené, enfin, c'est très déroutant. Et il peut avoir tendance à se dire, Montessori, ça n'a rien de spécifique ni de particulier. Alors qu'en réalité, c'est un système extrêmement cohérent, extrêmement poussé, avec toutes les étapes de tous les apprentissages parfaitement cadencés. Et les parents, s'ils s'y intéressent, peuvent rendre disponibles certains de ces items à leurs enfants. Mais sans jamais, effectivement, se passer de l'étape « je m'imprègne dans un premier temps de l'état d'esprit de l'adulte montessorien », à savoir « je ne vais pas imposer cette activité, elle va être mise à disposition de l'enfant ». Et justement, Charlotte Poussin, justement, vous parlez de cette posture de l'adulte. Est-ce que c'est pas ça le plus difficile à faire à titre individuel, peut-être pour les parents, et aussi à titre extrêmement général, c'est-à-dire pour tout un système éducatif, repenser la posture de l'enseignant à la maternelle, et surtout au-delà de la maternelle, finalement, c'est un peu tout remettre en cause. Et bien sûr, mais c'est pour ça que beaucoup de personnes se contentent d'en saupoudrer, parce que si on met vraiment le doigt dans l'engrenage, on se fait aspirer tout entier, et là il y a un énorme travail à faire sur soi en fait pour être vraiment dans une posture montessorienne, parce qu'il faut pour ça s'accepter déjà tel qu'on est, accepter son enfant ou cet enfant tel qu'il est, et accepter qu'il devienne qui il sera. Renoncer à l'enfant idéal qu'on avait en tête, renoncer à rejouer sa propre vie dans celle de son enfant ou de ceux qu'on accompagne. Donc il y a un énorme travail en réalité qui ébranle, qui laisse pas indifférent. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été séduits par Montessori. À un moment, effectivement, il y a eu un grand raz-de-marée là. Beaucoup de gens sont venus, puis au bout d'un moment, on a vu apparaître les articles dénigrant la pédagogie parce que les gens étaient allés vite, qu'ils avaient vite mis le matériel
et qui n'avaient pas compris que le principal, c'était d'abord de faire ce vrai travail intérieur d'acceptation de l'autre et de l'acceptation de soi-même, en fait, d'être en paix intérieure, pouvoir être en paix avec les enfants qu'on accompagne. Et donc, quand on pratique la pédagogie Montessori, il faut accepter que c'est le rythme de l'enfant qui va imposer la cadence des apprentissages. Oui, tout à fait. Et pour ça, il faut avoir du temps devant soi. Donc, il faut être dans une démarche, il faut cesser de prendre le contrôle sur l'emploi du temps de l'enfant. C'est pour ça que dans les classes Montessori, on a 2h30 à 3h, une grande plage horaire devant soi pour que l'enfant puisse manipuler. Parce que ce matériel, si on n'a pas le temps de le manipuler, il a très peu d'intérêt en réalité. C'est vraiment par la répétition de l'activité, le tâtonnement, le retour direct de l'erreur, etc., que l'enfant va apprendre en le manipulant. Si on le place là et qu'il y a tellement d'activités extrascolaires dans une classe Montessori, ou alors parce que c'est juste en fait 1 heure d'atelier par jour et que le reste du temps c'est du traditionnel, là le matériel il ne sert pas en fait parce que l'enfant n'a pas le temps de se l'approprier et de l'explorer. Et donc il faut accepter effectivement de faire la totale, c'est-à-dire que on peut pas se dire que parce qu'on a mis du matériel ou parce on encase des ateliers Montessori dans l'emploi du temps hebdomadaire, que ça suffit. C'est tout le système qu'il faut refondre. Et c'est pour ça qu'effectivement, peu de gens s'y embarquent complètement, parce que c'est une refonte complète du système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'emploi du temps et l'adulte perd le contrôle et l'évaluation a toujours lieu. Les enfants, on sait exactement où ils en sont. Eux-mêmes savent exactement où ils en sont, grâce au fait que le matériel sur les étagères est parlant, puisque l'enfant sait où il en est, il est placé dans un ordre très précis, et donc on sait parfaitement où chacun en est, et en observant une manipulation de matériel d'un enfant, on voit s'il le maîtrise ou pas. Donc, il ne faut pas croire qu'on perd complètement la vision de l'enfant et qu'on ne sait pas où il en est. Au contraire, on sait précisément à quel stade de son apprentissage il en est. Mais ça n'est pas en évaluant tout le monde à la même heure, le même jour, avec un barème de notation, voilà. Et donc ça nous fait perdre nos repères. C'est pour ça que c'est inquiétant pour certains, mais pour autant c'est un petit peu navrant, parce que quand on fait du Montessori à peu près ou à moitié, ou quand on fait un cocktail de pédagogie comme on le voit dans beaucoup d'écoles, on va mettre un peu de Freinet, un peu de Steiner, un peu de Montessori, un peu de pédagogie alternative et ceci et cela. En fait, on arrive un peu à rien. C'est un bouillon de culture. Et Angeline Hilliard, dans son livre Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science, elle expose bien toutes les études qui ont été faites et qui comparent des classes traditionnelles, des classes Montessori pures où vraiment on met en place avec application l'entièreté de la pédagogie, et des classes entre deux où on fait du traditionnel avec du Montessori plus ou moins implémenté. Et on voit bien que les résultats des enfants ne sont absolument pas différents dans la classe traditionnelle et dans la classe traditionnelle avec du Montessori. En fait, il n'y a que dans la mesure où on fait vraiment l'approche Montessori dans son entièreté que on voit les capacités cognitives des enfants s'améliorer, et surtout toutes leurs capacités non cognitives, parce qu'ils sont là les grands buts de cette approche, à savoir la créativité, la solidarité entre enfants, l'entraide, grâce à cette ambiance sans compétition et sans évaluation. Donc voilà, si on fait du à peu près ou du à moitié, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en réalité. C'est sympathique, mais ça ne sert pas les grands objectifs de l'approche Montessori. Charlotte Poussin, imaginons que j'ai des enfants. Imaginons que j'emmène ces enfants en vacances, par exemple, et que je veuille m'inspirer des principes de Maria Montessori. Ça veut dire que moi, en tant qu'adulte, il faut que je les laisse livrer à des activités, des jeux, qu'on soit dans un parc, à la campagne, à la plage, autant de temps qu'ils le désirent, et que je les observe, que j'observe leur concentration. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire comme ça à hauteur micro-individuelle? Alors, à hauteur micro-individuelle, si ce sont des enfants qui ont l'habitude de gérer leur temps parce qu'ils sont déjà en système montessorien, ça va être différent. Si vous me parlez d'enfants qui sont à l'école traditionnelle, en vacances,
ils sont tout à coup libres, enfin libres. Donc là, effectivement, ils ont besoin de vraiment lâcher les soupapes. Et là, ils ont besoin de ce vent de liberté. Mais l'idée, c'est de ne pas faire de leurs emplois du temps des emplois du temps de ministre, qui est énormément de temps libre pour l'exploration individuelle. Et bien évidemment, ça suppose un cadre, donc ça ne veut pas du tout dire un temps illimité, pas de règles, pas d'heure de coucher, pas de brossage de dents et on prend n'importe quoi au repas. Donc c'est pas non plus la liberté pleine et entière. L'approche montessorienne, c'est une éducation à la liberté. Donc il va falloir qu'il y ait un cadre, et donc ça va être de telle heure à telle heure on va à la plage, à la campagne. Mais voilà, les règles, ça va être ça, et puis surtout impliquer les enfants dans le choix. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui ? Est-ce qu'on va justement au bord de la plage ou est-ce qu'on va en forêt ? Essayez de ne pas les trimballer en fait, mais vraiment de les impliquer dans l'organisation, pour qu'ils soient aussi impliqués que nous dans la gestion de leur temps, parce qu'en fait, ça n'est pas notre temps, c'est le leur aussi. Car la pédagogie Montessori, et on l'entendra encore dans l'épisode 5, c'est, en tant qu'adulte, toujours se poser un certain nombre de questions, mais ces questions peuvent être plus globales. Et ça, on en a parlé avec Bernard Schnevely. Bernard Schnevely, qui est professeur honoraire de l'Université de Genève, ancien doyen de la faculté de psychologie des sciences de l'éducation. On l'a entendu dans l'épisode 3. Il est spécialiste donc de l'histoire de l'éducation nouvelle. Il a récemment donné, en juin 2023, une conférence sur le sujet, et pour lui, en fait, elle est à la fois partout et nulle part. Cette pédagogie Montessori, elle est partout, dans le sens où elle est citée dans les plus grandes instances éducatives. De très nombreux principes de l'éducation nouvelle, aujourd'hui, sont appliqués, défendus par l'OCDE, dans le cadre du Centre de recherche et innovation, donc on pourrait dire l'éducation nouvelle est partout. Elle est, je dirais, l'idéologie dominante en sciences de l'éducation. Mais est-ce que c'est encore l'éducation nouvelle ? Alors c'est, d'une certaine manière, c'est plus l'éducation nouvelle en tant que mouvement social qui vise une transformation profonde de l'école. C'est devenu des principes qui se généralisent et puis qui en quelque sorte sont une idéologie largement partagée. Mais est-ce que c'est encore l'éducation nouvelle ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les gens qui sont ici diraient non, très clairement, parce que c'est justement plus un mouvement social et je dirais aussi politique de transformation de l'école fondamentalement. Et cette idée de la présence de la pédagogie Montessori dans l'école, on en parlera dans l'épisode 5 avec des enseignantes et éducatrices Montessori qui parleront de la manière dont cette pédagogie est présente dans les écoles privées, mais aussi dans des écoles publiques aujourd'hui dans notre pays. Donc ça, c'est l'épisode 5. Et pour l'épisode 4, je remercie toute l'équipe de l'émission, Françoise Le Floch à la réalisation, Laura Dutèche-Pérez qui m'a aidé à préparer cette émission et Ludovic Auger qui était à la technique aujourd'hui.